Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB, vous écoutez Allo Naturo. Aujourd'hui au sujet d'Allo Naturo, un syndrome des ovaires polykystites. Alors restez avec nous, oui, il va y avoir des mots compliqués, mais oui, on va surtout avoir des solutions et pour cela, on peut compter sur Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Oui, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors pour faire plus facile, on peut dire SOPK. On peut aussi connaître le nom anovulation hyperandrogénique, AH. Bon, on va rester sur SOPK, c'est pas mal. Mieux, hein. Voilà. C'est la pathologie endocrinienne, donc ça veut dire désordre hormonal, qui est le plus fréquent chez les femmes en âge de procréer. Ça touche 5 à 10% des femmes. Voilà, ça peut paraître pas beaucoup en termes de pourcentage, mais 5 à 10% de femmes, ça fait quand même beaucoup de monde. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe exactement, concrètement, parce que s'il n'y a pas de danger en cas d'absence de traitement, c'est quand même une pathologie qui n'est pas neutre et dont les symptômes, surtout, ont une réponse ou un début de réponse naturopathique. Et puis, même si vous n'êtes pas concerné directement, puisque j'imagine parmi les auditeurs et les auditrices, il y en a plein, vous en rencontrerez statistiquement des personnes qui sont concernées par ce syndrome des ovaires polykystites. Alors justement Pauline, qu'est-ce qui se passe un peu concrètement dans le corps, qu'on essaie de comprendre ce qui peut générer ce syndrome? Oui, voilà, comme tu dis Marion, forcément dans les auditeurs, il y a des hommes ou des femmes qui ne sont plus en âge de procréer, mais ils peuvent donner des bons conseils du coup aux jeunes filles qui sont souvent un peu perdues quand elles ont ces signes. Alors d'abord, oui, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe dans le corps et après on va aller aux choses plus simples qui sont les signes et symptômes qu'on va retrouver. Alors il y a une absence ou une irrégularité au niveau des cycles menstruels, les hormones mâles. Alors je vais vous donner les noms au cas où vous les voyez sur vos prises de sang. La testostérone, la delta-4 androsténédione ou la déhydroépiandrostérone sulfate, c'est DHEAS aussi en plus court. Donc ce sont des hormones donc mâles qui sont naturellement sécrétées par les ovaires et les glandes surrénales. Et c'est normal d'en avoir, même chez les femmes. Mais une femme qui est SOPK, chez elle, son taux va être trop élevé. Et enfin, comme son nom l'indique, on peut aussi avoir des ovaires qui sont anormalement gros avec une impression de présence de beaucoup de kystes. La pathologie a été découverte en 1935 par 2 gynécologues qui ont pensé voir des kystes sur les ovaires. Mais en fait, ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules. C'est-à-dire, ce sont des futurs ovules qui sont immatures et qui sont coincés dans les ovaires, ils n'évoluent plus. Donc ça donne une impression de gros ovaires avec plein de petites boules, de petits kystes. Et comme tu l'as dit, on va pouvoir faire un petit peu le tour des signes pour reconnaître un syndrome des ovaires polykystites, un SOPK. Oui, alors donc comme je vous l'ai dit, il y a une irrégularité ou une absence de cycle menstruel, des règles qui peuvent être hémorragiques, des problèmes de fertilité. Il faut noter aussi risque accru de grossesse gémellaire, donc faux jumeaux ou jumeaux hétérozygotes. Il y a aussi de l'hirsutisme, c'est-à-dire une pilosité foncée et épaisse à des endroits où normalement une femme n'a pas de poils. Le visage, la poitrine, le dos, les fesses, le ventre, etc. On peut avoir de l'acné, une perte de cheveux et une prise de poids inexpliquée et une résistance à l'insuline qui peut amener au diabète de type 2. Les femmes qui sont SOPK sont plus sujettes à l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, l'apnée du sommeil, le cancer de l'endomètre et les maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître les signes et surtout d'essayer de les maîtriser. Alors, est-ce qu'on peut avoir tous ces signes ? Alors, non, heureusement, on a rarement tous les signes. Mais on peut surtout différencier 4 types principaux de SOPK. Il y a le SOPK avec résistance à l'insuline. Donc, c'est la catégorie la plus répandue, à peu près 70%. Elle est caractérisée par une prise de poids ou de l'obésité, des problèmes métaboliques, de l'acné, de l'hirsutisme ou une perte de cheveux. Il y a le SOPK post-pilule. Donc la pilule contraceptive
est souvent prescrite pour résoudre des problèmes d'acné, d'aménorrhée, de règles douloureuses chez la très jeune femme. Les hormones de synthèse vont alors prendre le relais des hormones naturelles et à l'arrêt de la pilule, le corps doit réapprendre à fonctionner de façon autonome. Et pour certaines femmes, le retour à l'ovulation ne se fait pas. C'est comme si les réflexes avaient été mis en sourdine et il faut du temps pour réagir, surtout si la pilule a été prise pendant des années. Certains signes du SOPK peuvent alors apparaître, de l'acné, de l'hirsutisme, la perte de cheveux, la prise de poids, etc. De plus, la pilule augmente la résistance à l'insuline et entraîne une carence de vitamines, notamment toutes celles du groupe B. Et vous verrez après, quand on parlera des possibilités de traitement, que les vitamines du groupe B sont très importantes. Parce que sinon, ça aggrave la situation au moment de l'arrêt de la pilule. Je rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que l'on est en train de parler du SOPK, donc de syndrome des ovaires polykystites, et puis surtout des signes qui peuvent se regrouper entre eux. Donc, il y a une troisième catégorie de signes. Alors, oui, de catégorie de type de SOPK. Il y a le SOPK qui peut être dû à une inflammation générale du corps. Donc, il y a différentes causes inflammatoires qui peuvent expliquer le syndrome, une flore intestinale déséquilibrée, des carences nutritionnelles en zinc, en iode, une intolérance au gluten, à la caséine, une surexposition aux toxines. Et il n'y a pas forcément de surpoids chez les jeunes filles qui peuvent même être très fines, qui sont sujettes au SOPK inflammatoire. Et enfin, il y a le SOPK avec un excès d'androgène surrénalien. C'est un mot compliqué, mais c'est les hormones mâles dont je vous ai parlé avant. Dans ce cas, au niveau des hormones mâles, seule parmi les trois que je vous ai cités, la DHEAS est élevée et la testostérone et l'androsténédione seront normales. Donc, même si vous n'avez pas toutes vos hormones mâles qui sont supérieures sur votre prise de sang, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un syndrome SOPK. Et c'est souvent, ce cas-là est souvent lié en fait à une réponse anormale au stress et il faut plutôt gérer ce côté-là. Et quand on voit ces différents types, on voit que c'est un syndrome assez large qui peut toucher beaucoup de monde. Et alors, quelles en sont les causes ? Alors actuellement, comme beaucoup de pathologies qui touchent les femmes, ce syndrome est encore peu connu et mal compris. Il semblerait que ça découlerait de prédispositions génétiques et de facteurs environnementaux. Au niveau des facteurs environnementaux, il y a les perturbateurs endocriniens. Donc on parle beaucoup de ce fameux bisphénol A qui était dans les plastiques alimentaires jusqu'en 2015. Alors depuis, il est interdit, il a été remplacé par des bisphénol S, mais on n'est pas trop sûr que ce soit mieux. Comme souvent avec les perturbateurs endocriniens, l'un en cache l'autre. Tout à fait. Après, ça peut être dû donc à une inflammation générale du corps. Donc ça peut être lié aussi à une alimentation riche en produits de glycation avancée, AGE. Oui, encore un mot compliqué. En fait, c'est tout simplement des molécules qui sont créées entre les protéines et les sucres quand c'est trop chauffé. Donc quand on cuit à plus de 150 degrés. Ça vient aussi d'un régime trop riche en mauvais gras, avec le gras saturé, des aliments industriels, les huiles chauffées, les graisses animales ou la margarine. Et l'inflammation est aussi due à un excès de glucose, de sucre ou alors de gluten. Et enfin, un déficit en vitamine D ou encore l'arrêt de la pilule après l'avoir prise pendant longtemps peuvent aussi être liés à un SOPK. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on va avoir plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. Au niveau de l'alimentation, je vous rappelle, en alimentation, ce sont toujours des conseils généraux. On va essayer de limiter, d'améliorer. Ne prenez pas ça non plus au pied de la lettre. C'est quelque chose à intégrer. De voir en fonction de votre régime alimentaire actuel, qu'est-ce qui pourrait être progressivement réduit. Voilà, c'est des pistes. Après, il faut vraiment faire au cas par cas. Chaque personne réagit différemment. Si on suit toute la liste, on ne mange plus rien. Exactement, n'ayez pas peur. Donc, on peut essayer de limiter le sucre blanc rapide, les produits industriels, les fast-foods, le gluten, le lactose, éviter tout ce qui est friture, les aliments qui sont rôtis, grillés, carbonisés. Et donc, on va privilégier les cuissons à basse température, à moins de 150 degrés, c'est-à-dire la vapeur douce, la cuisson à l'étouffée, le four à basse température. On va éviter le mauvais gras, graisse animale, graisse chauffée, margarine, et on va privilégier le bon gras.
Alors, c'est quoi le bon gras? Pour la cuisson, on utilise de l'huile d'olive. Pour les crudités, de l'huile de colza, de noix, de lin, de cameline, de chanvre, qui sont riches en oméga 3. Et il faut surtout que vos huiles soient première pression à froid et bio, parce que si elles sont chauffées, elles perdent toutes leurs vertus. Et également, le bon gras se trouve dans les avocats, les oléagineux. 5 noix de Grenoble par jour vous apportent toute la dose d'oméga 3 dont vous avez besoin. Il y a des études en cours aussi pour voir si le jeûne intermittent pourrait améliorer le syndrome SOPK. Donc, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? On l'appelle aussi le fasting. C'est ne pas manger pendant 16 à 18 heures. Ça peut paraître long. Oui, mais en fait, tout simplement, on saute le petit déjeuner. Et donc, ça diminue la résistance à l'insuline. Et les premiers résultats des études sur des femmes qui ont un SOPK et qui ont fait ce jeûne intermittent pendant 5 semaines sont plutôt prometteurs. Donc, on n'a pas encore vraiment de résultats d'études dessus. Donc, c'est à tester. Ça peut se faire facilement, mais il faut bien le faire quand même 4 semaines. Il y a aussi des études en cours sur le régime qu'on appelle cétogène, c'est-à-dire on supprime tous les sucres. Ça, c'est assez difficile et assez contraignant. C'est très contraignant. Mais c'est vraiment un régime qui est très efficace, qui était utilisé en fait pour soigner les personnes épileptiques avant qu'il existe des médicaments. Et donc l'idée en fait de ce régime, c'est d'avoir un gros effet anti-inflammatoire. Mais autant pour le jeûne intermittent que pour ce régime cétogène, il faut faire très attention, bien se faire accompagner, ça se fait pas sur le long terme, surtout si on a des troubles alimentaires et des crises d'hyperphagie. Alors on va aussi, deuxième point sur lequel on peut travailler, limiter l'exposition aux fameux perturbateurs endocriniens. Donc, on limite les fast-foods, toutes les choses qui sont riches en phtalates et bisphénol A et privilégier les aliments frais, bio si possible. Et ça, quels que soient les syndromes, de toute façon, avoir cette alimentation-là est toujours bénéfique pour la santé. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Après, on va éviter les boîtes de conservation en plastique, les canettes, les boîtes de conserve. Côté cuisine, on évite les poêles en téflon et on préfère les poêles en céramique, inox ou encore en fonte. Et dans la salle de bain, on va préférer les produits naturels, le savon de Marseille ou certifié bio. Ou alors, il y a une nouvelle savonnerie aussi à Lutzelouse. Dont vous pouvez retrouver l'interview sur notre site internet www.radio-rcb.fr. C'est la savonnerie Schmutz. Tout à fait. Et enfin, donc les autres points sur lesquels on peut travailler, c'est trouver une activité physique régulière qui vous plaise. Donc ça, j'ai déjà dit, c'est pas obligé de faire du sport, de faire 10 km, 20 km, ou trouver quelque chose de régulier qui vous fasse plaisir, qui vous vide la tête, qui vous fasse bouger, mettre en mouvement le corps. C'est ça le plus important. Et après, vous ferez évoluer votre pratique comme vous le sentez. Gérer son stress et ses émotions. Là, vous avez des outils comme la cohérence cardiaque, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, les fleurs de Bach, l'hypnose, la méditation. Et au niveau des compléments alimentaires, donc qu'est-ce que vous pouvez prendre? Donc on en a parlé aussi déjà avant, vérifier son taux de vitamine D. Donc là, vous pouvez faire une prise de sang. Du coup, après, on va complémenter si besoin, tout simplement. Voilà, exactement. On va ajuster le dosage à la prise de sang. Ensuite, on va prendre des oméga 3. Donc ça, c'est le bon gras qui est anti-inflammatoire. Ça, c'est bien pour tous les problèmes de cycle menstruel, tout ce qui est inflammatoire, les douleurs, etc. On va prendre donc les vitamines B. Donc, il y en a 2 sortes qui sont très intéressantes pour un syndrome des ovaires polykystiques. C'est les folates et le myo-inositol qui vont améliorer en fait le métabolisme et réguler les hormones. Si vous choisissez un complément vous-même, vérifiez bien qu'il y ait au moins 5 mg de folates et 4000, donc 4 grammes, 4000 mg ou 4 grammes de myo-inositol par jour dans votre dose. Donc moi, j'ai regardé un peu les différents compléments qui sont sur le marché. Je vous conseille Ginositol des laboratoires Bessin International. C'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché que j'ai trouvé. Vous pouvez aussi prendre du zinc si vous avez des problèmes de pilosité et du sélénium s'il y a une insulino-résistance. Et enfin, le dernier traitement, mon chouchou, la phytembryothérapie. C'est travailler donc avec des macérats de bourgeons de plantes et ça va aider à réguler les hormones. Donc on peut prendre le macérat de pomme, framboisier, où il y a des complexes spécifiques. Mais comme d'habitude pour la phytembryothérapie, il faut vraiment demander conseil à un spécialiste.
votre naturopathe ou une personne formée. Et oui, parce que ce qui peut réguler les hormones peut aussi les déréguler si jamais ce n'était pas nécessaire ou si ce n'était pas le plus adéquat à ce moment-là. Avec la phytoembryothérapie, c'est surtout qu'il y a tellement, c'est très très spécifique et il faut vraiment bien connaître chacun des bourgeons pour trouver celui qui va bien correspondre. Et il y a des manières particulières de les prendre aussi pour les hormones en fait. Et de manière générale, Allo Naturo vous donne des pistes, n'hésitez pas à faire appel à un naturopathe ou une naturopathe pour vous aider à faire le tri, à découvrir ce qui vous convient le mieux. Merci beaucoup Pauline pour cette émission sur le syndrome des ovaires polykystiques qui, je le rappelle, touche quand même entre 5 à 10% des femmes. C'est important de traiter dans cette émission. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB